Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, on s'intéresse à un ordinateur miniature très abordable qui existe depuis de nombreuses années mais qui reste un produit de niche, j'ai nommé le Raspberry Pi ou Raspberry Pi. On en parle dans l'épisode du jour avec mon co-animateur Abdel Amrani. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à mettre votre casque sur vos oreilles, ranger votre smartphone dans votre poche et c'est parti. Salut Abdel, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Très très bien. Écoute, aujourd'hui on parle d'un sujet encore un peu geek que toi tu affectionnes. Moi je vais me positionner en tant que noob dans cet épisode. Donc voilà, je vais surtout t'écouter parler et te poser des questions de débutant. Mais ça risque d'être super intéressant. On va parler du Raspberry Pi, ou en français certains disent Raspberry Pi. Donc voilà. Alors dis-moi déjà, qu'est-ce que c'est le Raspberry Pi ? Bon, je pense que cet épisode, ça va être un peu dans la continuité de ce qu'on a abordé dans le dans le podcast précédent, où est-ce qu'on a parlé comment avoir un bon réseau. Ouais. Donc après, j'avais mentionné qu'avoir un bon réseau, ça va permettre d'avoir des applications locales, de divertissement, de surveillance, de domotique, ainsi de suite. Et puis là, on va parler de Raspberry Pi parce que ça va nous permettre justement de réaliser ces applications. Donc, on va commencer par la base, là, définir c'est quoi un Raspberry Pi, parce que j'imagine que c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi, malgré que c'est devenu très populaire. Peut-être que des gens en ont entendu parler, ou voilà, mais je pense que tant que t'es pas, on va dire, je sais pas, développeur, bidouilleur, à fond dans les nouvelles technologies, le développement et tout ça, ou peut-être même, je sais pas, non, pas le gaming, mais je sais pas, un peu là-dedans. Rétro gaming. T'as pas de connaissance du Raspberry Pi, ou tu sais pas vraiment ce que c'est. Donc je pense que ton explication va être assez utile. Bon, en fait, ça se définit comme un nano-ordinateur, même si j'aime pas le mot, inclure le mot ordinateur, parce que ça pourrait donner l'impression aux gens qui connaissent pas vraiment c'est quoi un Raspberry Pi, ça pourrait donner l'impression qu'on va avoir les mêmes usages qu'on a avec un ordinateur, tu vois. Donc, mais pourquoi ce serait pas un ordinateur ? Parce qu'au final, du peu que j'en sais, tu peux avoir un OS dessus, tu peux avoir une souris, un clavier dessus, tu peux aller sur Internet, tu peux faire du traitement de texte, ça ressemble à un ordinateur. Le grand public aujourd'hui associe un ordinateur à des usages et à des logiciels, à une façon de faire. Tu vois. Il y a même des gens, quand ils font le saut entre Windows et macOS, ils s'y retrouvent pas parce que pour eux, leur ordinateur, c'était leur Windows avec les usages précis de Windows, et ainsi de suite. Mm-hmm. Et quand ils passent à macOS, là, ils disent c'est quoi cet environnement un peu, un peu bizarre et pas très rassurant. Et ça prend un peu de temps d'adaptation. Mais bon, c'est défini comme un ordinateur. Je faisais juste dire que moi, je préfère juste dire que c'est une machine qui roule un OS Linux, mais ça reste ma propre définition après. Et donc, ça ressemble concrètement à une espèce de petite carte de circuit imprimé là, avec des branchements. Mais c'est pas joli, c'est pas design, il y a rien de spécial. C'est vraiment un truc qui peut tenir justement dans une poche. C'est un peu pour ça qu'on en parle dans le podcast. Mais il y a rien de spécial. Explique-nous un petit peu ce qu'on peut faire avec en fait. Visuellement, comme tu l'as dit, c'est une petite carte mère en fait qui a des composants électroniques avec des ports. Elle fait à peu près, je pense, 8-9 cm, peut-être pas 5-6 cm. Je ne sais pas si ça rentre dans une poche, mais probablement. Je vois sur le site, en tout cas, raspberrypi.org, quelqu'un qui les tient dans la main. Ils disent que c'est une carte de crédit. Ils disent que c'est la taille d'une carte de crédit. Je pense que c'est un tout petit peu plus grand. Ouais, mais je pense que ça tient dans une bonne poche. Ouais, une bonne poche. Après, en parlant de design, il existe des cases en fait où tu peux justement mettre ton Raspberry Pi. Il y en a qui sont très très jolis, il y en a qui sont en aluminium bien brossés avec des designs assez futuristes et assez cool. Okay. Ça dépend. Mais après, sinon, il y en a qui sont transparents, en plastique, où est-ce qu'on a accès aux pins. Donc, en gros, Raspberry Pi, c'est un projet qui a été, je pense, créé il y a moins de 10 ans. Là. Je pense que c'était 2011, 2012 quand ça a été créé. C'est le département informatique, en fait, de l'université Cambridge, dans le cadre
précis de la fondation Raspberry Pi. C'est eux qui maintiennent le projet encore aujourd'hui. Et l'objectif, c'était de démocratiser justement l'accès à un ordinateur. C'est comme ça que ça a été défini, avec des logiciels open source. Et aussi, surtout ce qui est utilisé aujourd'hui, c'est donner un outil qui coûte pas très cher pour les makers, tu sais, les bidouilleurs, là, les gens qui font des hacks et des projets un peu DIY. Donc, à la base, c'était ça. Et le fait que justement le Raspberry Pi, il a ce qu'on appelle des pins GPIO qui sont exposés dessus. C'est pour ça que souvent, il n'est pas couvert au complet parce que les gens veulent avoir accès à ces pins-là. Bah, ça Mhm. permet de contrôler des composants électroniques, par exemple des servomoteurs, là, tu sais, les petits moteurs là, qui vont faire rouler des petites machines ou par exemple un slider, tu sais, de caméra là, électronique. Donc, tu as accès à ces petites pins-là, tu vas connecter ton device là-dessus et tu vas coder un petit programme qui va te permettre justement de faire des mouvements, avancer, reculer, avancer doucement, avancer plus vite et ainsi de suite. Donc, en gros, c'est ça, c'était ça à la base le projet. Il y a eu plusieurs modèles depuis. Je pense que le tout premier, je pense que ça s'appelait juste le Raspberry Pi 1, je pense le B+, là, ça s'appelait. Ok. Et aujourd'hui, il y a le 4B qui est sorti l'année dernière ou l'année d'avant, qui lui est beaucoup plus puissant avec des ports plus développés, plus d'usage. Ouais, je vois qu'il y a de l'USB-C même Ouais. sur le Raspberry Pi 4. Il y a deux USB 3, deux USB 2. Tu as une prise Ethernet. Tu as une prise micro HDMI, donc pour connecter deux prises micro HDMI, pardon. Mhm. Donc tu Ouais. peux y brancher des écrans. Tu peux avoir 2, 4 ou 8 Go de RAM. Ouais, sur le dernier, Donc ouais. ça Ah, reste, au final, ça devient une petite machine, mais quand même assez puissante. Enfin, relativement puissante, pas pour des usages très très complexes, mais quand même, c'est pas mal. ouais, ouais, non, c'est pas mal. C'est alimenté en 5 volts, en micro USB sur les versions qui sont sorties avant le 4B. Et le 4B, comme tu l'as mentionné, c'est un port USB-C justement. Ça utilise des processeurs Broadcom. C'est la gamme BCM, là, pour les gens qui sont intéressés, qui veulent savoir c'est quoi. C'est des processeurs ARM, en fait. Ça a beaucoup évolué depuis le premier modèle. Je pense que le premier modèle, on était à 600 ou 700 MHz, la fréquence de la clock. Et puis là, sur le dernier, là on parle de 1.5. Donc, ça commence à être intéressant. Moi, personnellement, j'ai le 3B+. J'ai eu le 3, les 3B+. Je pense que c'est 1.4. Et je l'avais vraiment bien poussé à faire des applications, des calculs. Ça m'a pas impressionné parce que je m'y attendais. Tu sais, Mhm. processeur 1.5, tu peux faire énormément de choses avec. Ils ont une petite carte graphique. Bon, c'est pas les cartes graphiques. Faut pas que les gens pensent que c'est une carte graphique pour jouer à des jeux comme sur des consoles ou sur un PC là, mais c'est des cartes graphiques. Je pense c'est 500 MHz sur les cartes graphiques. Je pense le Ok. dernier il fait 500 MHz. Les anciens c'était un peu moins. Côté mémoire, comme tu l'as mentionné, là, le dernier. En fait, depuis le 3, je pense, c'est 1 giga de mémoire, de RAM. Ça a commencé par 256, je pense, le premier. Et puis là, à partir du 4, là, maintenant, on peut le personnaliser. On peut mettre 2, 4, 8, jusqu'à 8, en fait. Ok. Ce qui est quand même super cool. Tu as dit tout à l'heure que c'était l'objectif du Raspberry Pi au départ, c'était de démocratiser l'utilisation on va dire des petits ordinateurs comme ça. Euh, Est-ce que ça a été le cas? Est-ce que ça a démocratisé l'utilisation de ces produits, de l'usage des ordinateurs? Ou est-ce que ça s'est plutôt transformé en un petit objet prisé des développeurs ou des bidouilleurs et puis ça en est resté là? Honnêtement, je ne sais pas si ça a vraiment démocratisé l'utilisation du Raspberry Pi comme un ordinateur sur des marchés émergents, là, comme en Inde, en Afrique ou ailleurs. Je ne peux pas te dire, mais je peux te dire qu'en termes de bidouillage et de DIY, c'est devenu l'outil par excellence. Là, maintenant, on en trouve un peu d'autres produits qui permettent de faire d'autres choses similaires. Mais c'est surtout au niveau des makers, là, c'est incroyable tous les projets qui sont sortis qui ont été développés justement avec le Raspberry Pi. On n'a pas mentionné le stockage en fait. Le stockage, ça marche. Comment ça marche en fait sur Raspberry Pi? C'est une carte mémoire. Je pense que c'était une SD. C'est pas, je pense, c'était une SD avant. Maintenant, c'est une micro SD. Et sur le 4B là qui est sorti dernièrement, bah là on peut justement rouler l'OS sur un SSD. Donc t'imagines, tu mets 8 Go de RAM sur le Raspberry Pi, avec 1.5 sur le processeur et tu mets un SSD, tu commences à avoir des usages
assez intéressant. Ouais. Et ce qui a rendu le Raspberry Pi populaire, c'est quoi? C'est son format ou c'est son prix? Très, très accessible. Surtout le prix, ouais. Le prix et aussi toutes les librairies qui existent qui sont open source, ça coûte rien du tout. On suit des tutoriels qui nous disent c'est quoi qu'il y a à faire. On n'a pas parlé comment on l'installe en fait, la façon que ça marche. Ouais. Tu vas sur ton PC ou sur ton Mac et tu vas prendre ta petite Oui, carte alors attends, micro SD. tu viens de dire un truc intéressant, ça veut dire que tu es obligé d'avoir quand même un autre appareil qui tourne sous Windows ou Mac avant, ou Linux peut-être, pour rentrer dans la petite micro SD le système qui va booter le Raspberry Pi. Exact, mais il y a des packages qui se vendent où tu as une carte mémoire qui vient déjà avec. Ou c'est préinstallé, c'est ça? Ouais. Ok. Donc, tu as l'OS qui est roulé dessus. Donc, pour les gens qui décident d'acheter juste l'appareil lui-même sans acheter tous les accessoires, y compris la carte mémoire avec l'OS, bah là, tu prends ta petite carte que tu achètes, tu vas la mettre sur ton ordinateur, peu importe la version, et tu vas mettre dessus justement l'image de l'OS. Une fois que c'est fait, tu vas mettre ta carte SD dans ton Raspberry Pi, tu vas le brancher au 5 volts. On va revenir au 5 volts, c'est vraiment important parce qu'il y a eu quelques petits soucis avec certaines versions là, au niveau de l'alimentation. Donc, on l'alimente, on le branche à un écran, comme tu l'as mentionné au début, avec un clavier, une souris, et puis là, ça démarre, et puis là, on rentre dans le processus d'installation de l'OS. C'est très similaire à toutes les installations d'OS qui existent. Donc, tu as une petite barre de progression, puis tu te poses des questions, quel pays, quelle région, quel type de clavier, ainsi de suite. Ok, donc c'est pas forcément plus compliqué que d'installer un PC sous Windows, par exemple? Non, non, c'est très intuitif en fait. C'est une fois qu'on met Ok. la carte, la carte mémoire, la carte micro SD dans le Raspberry Pi, par la suite, on va juste suivre en fait le processus d'installation. C'est très intuitif, c'est vraiment très simple, pas très long, ça prend pas beaucoup de temps. Et puis une fois que c'est fait, bah, là on arrive à un desktop un peu comme tu pourrais voir sur d'autres versions d'OS là, y compris la version Linux Ubuntu par exemple. Mhm. Et là, tu as des barres d'outils, tu vois ton signal sans fil, tu vois ton Bluetooth, et ainsi de suite. Ok, donc tu as dit Bluetooth, ça veut dire qu'on peut connecter tous les périques qu'on veut en Bluetooth, un clavier, une souris sans fil. Ça marche? Ouais, ouais, exact. Moi, j'utilise, comme j'ai dit, le 3B+, qui fait du Bluetooth 4.2. Et le 4B, le dernier, là, il utilise le Bluetooth 5. Ok. Oui, donc c'est vraiment les dernières technologies dispo pour le Bluetooth en tout cas. Sur le dernier, ouais. Ok. Est-ce que tu as du... C'est compatible Wi-Fi ou faut forcément le brancher avec un Ethernet, étant donné que je vois la prise Ethernet là? Ça, j'ai pas la norme, par contre, quel Wi-Fi il utilise. Est-ce que c'est le Wi-Fi 6 ou pas? Mais j'imagine il doit utiliser le Wi-Fi 5. Faut vérifier pour le 4B, là, c'est quelle Ouais. génération de Wi-Fi. Mais encore une fois, c'est Wi-Fi 5, c'est largement suffisant pour la majorité des usages. Est-ce que c'est puissant? Parce que, bon, tu as dit qu'il y avait pas mal de RAM, on pouvait brancher un SSD dessus, la carte graphique, elle est pas forcément ouf, mais qu'est-ce qu'on peut faire exactement avec un Raspberry Pi? Bah, si on veut l'utiliser comme un ordinateur, comme c'est décrit et comme ça a été vendu à la base, l'idée de base d'un Raspberry Pi, bah là, on va pouvoir installer des logiciels open source. Donc, si on a Word, Excel, machin sur son ordinateur, bah là, il y a des logiciels équivalents OpenOffice. C'est un logiciel open source qui permettrait d'avoir justement ces logiciels comment on appelle déjà Les ce traitements genre de texte? ouais, ouais. Non, il y a un nom de bureautique. Ah, bureautique, oui, Ouais, exact. c'est le logiciel de bureautique. On peut installer un petit lecteur VLC si on veut lire des vidéos là-dessus. Et puis voilà. Ce qu'on n'a pas mentionné, c'est que quand j'ai dit qu'on mettait la carte SD, on mettait l'OS dessus, j'ai pas mentionné quel type d'OS. En fait, il y a plusieurs OS qu'on peut mettre là-dessus, plusieurs versions de Linux. La version la plus populaire, celle que tout le monde utilise, ou celle du moins que les gens vont commencer avec, c'est Raspbian, qui est en fait OS Raspbian, le plus populaire, qu'une version Linux de Debian, là. Mais il y a d'autres flavors de Linux qu'on peut mettre là-dessus, là, comme Arch ou PyDora qu'on peut mettre là-dessus. Alors, c'est Euh, quoi? Moi, j'y connais absolument rien. c'est Excuse-moi, juste je t'ai des coupé. OS différents. Ok, mais c'est une interface. Ça, on va dire, ça marche avec la même structure, la même architecture, mais c'est visuellement différent, c'est ça? Ouais, ouais, visuellement différents, des applications différentes. Et puis, c'est
ou des fois des instructions qui sont faites différemment. Et là, Ok. on peut même mettre un Windows. Là, c'est une version allégée de Windows qui a été créée, là, Windows pour les IoT, qu'on peut Ok. installer là-dessus. Personnellement, je l'ai jamais utilisé, j'ai jamais testé, donc je peux pas vraiment donner de feedback là-dessus. Et je vois pas pourquoi on irait sur un truc Windows. Il n'y a pas mieux que Linux pour faire ce genre de choses. Et donc au niveau mise à jour, enfin, Linux, moi je n'ai jamais utilisé. Est-ce que c'est un OS où il y a régulièrement des mises à jour? Est-ce que tu peux acheter un Raspberry Pi et tenir pendant 10 ans sans problème? Ou est-ce que comme un PC, que ce soit Windows ou Mac, tu es obligé de le changer, on va dire, toutes les 3, 4, 5 ans, enfin assez régulièrement en fait, parce que soit au niveau puissance ça va se dégrader, soit les mises à jour vont être de moins en moins régulières. Bah, en fait, Raspbian OS, il y a une énorme communauté derrière là, qui le maintiennent. Je pense qu'ils ont même des releases très réguliers. Il y Mhm. a à chaque fois une nouvelle version, donc là-dessus, il ne faut pas s'inquiéter. Là. Il y a des mises à jour qui sortent très souvent. Pour les gens qui vont l'utiliser comme un ordinateur, une fois qu'ils ont fait l'installation qu'on a décrite un peu plus tôt, là, bah là, ils vont installer leur logiciel préféré et puis ils vont s'arrêter là. Tu vois, ça va être ça. Je vais allumer mon Raspberry Pi, je vais pouvoir faire du traitement de texte, un petit spreadsheet, puis ainsi de suite. Les gens qui sont plus intéressés à utiliser Raspberry Pi comme un outil de bidouillage, là, on va dire, bah, ils vont pas s'arrêter là. Ils vont aller plus leur nouveau meilleur ami, ça va devenir la ligne de commande, c'est le petit Ok. terminal avec des commandes et tout. Donc, moi, ce que j'aime avec le Raspberry Pi, pour les gens qui ne connaissent pas du tout l'environnement Linux, je trouve que c'est une super bonne introduction à cet environnement-là. Et ça leur permet, en fait, d'apprendre un peu à se familiariser, en fait, avec un système Linux, pratiquer c'est quoi les lignes de commande, à quoi servent les commandes. Parce que, tu sais, si tu vas sur la version desktop justement d'un Raspbian OS, je vais clic droit, je vais créer un dossier, tu vois. C'est simple, Ok. c'est fait à travers une interface utilisateur. Alors que les gens qui vont bidouiller, ils vont jamais faire ça. Ils vont plutôt lancer une ligne de commande qui, elle, va créer un dossier, créer des fichiers, écrire dans des fichiers, consulter des fichiers, modifier des fichiers, copier des fichiers, ce genre de choses. Et Donc, quel plaisir tu as à écrire, à faire des lignes de commande quand tu peux simplement faire un clic droit et créer un nouveau dossier. C'est très, très mais joli, très intuitif, très facile. ouais, mais c'est l'un ou l'autre, hein. Les gens qui vont utiliser la ligne de commande, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que leur Raspberry Pi a été installé et que tout est prêt, ils vont débrancher le câble HDMI, ils vont débrancher le clavier et la souris, ils vont se connecter depuis une autre machine qu'ils ont à la maison. Donc, pour les gens qui vont l'utiliser, par exemple, comme un... On en reparlera des usages tout à l'heure, mais ils Ouais. vont se connecter en SSH sur ce Raspberry Pi. Donc, en ligne de commande, je vais me connecter sur mon réseau local sur cette machine-là, parce que quand tu l'as installé, tu lui as donné une adresse IP. Et puis, on recommande à ce qu'on mette une adresse IP statique, qu'on reconnaisse toujours cet appareil-là avec la même adresse IP. Et Mhm. après, on fait un SSH là-dessus, on arrive sur le Raspberry Pi en ligne de commande. Donc, ces gens-là vont pas vraiment se connecter à l'interface utilisateur de Raspbian OS. Des fois, ça va t'arriver quand tu as des petits problèmes ou des trucs. Là, peut-être tu vas mettre un clavier, tu vas mettre un écran, puis tu vas vouloir peut-être voir ce qui se passe. Mais globalement, ça. Mais comme j'ai dit, c'est pas le même usage. Donc, ceux qui vont utiliser avec un écran comme un ordinateur, eux, ils vont vouloir faire le clic droit, créer un dossier, puis rester avec des workflows qu'ils connaissent déjà. Mais pour les gens qui vont vouloir bidouiller, là, Ouais. je connais personne qui fait ça. Toi, tu fais partie de cette team-là, j'imagine. Moi, mon Raspberry Pi, il est branché, il est dans un placard avec une. Il est même pas branché en Wi-Fi, il est en Ethernet là. Ok. Et je t'avoue que j'utilise beaucoup moins depuis que j'ai un serveur à la maison. Ok. Bah justement, ça fait une transition par rapport aux usages. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le Raspberry Pi quand on est bidouilleur? Tu as parlé de serveur. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Alors, personnellement, le tout premier projet que j'ai fait avec le Raspberry Pi, c'était un serveur un Media Center. Ok. À l'époque, c'était Kodi, ça s'appelait. Je ne sais plus si le nom a changé. Je Ça pense doit que, toujours exister. Ça me dit quelque chose en tout cas. ouais, je pense que Kodi, c'est le nouveau nom. Moi, j'utilisais le nom d'avant, la X quelque chose. Ça me revient pas. Donc, j'avais monté un serveur, un Media Center, en fait, où j'avais justement relié un disque dur et je copiais mes films, mes photos de vacances, mes vidéos et ainsi de suite. Et localement, bah, j'y avais accès à travers un client là, que j'installais soit sur une machine, un Windows ou un Mac. Maintenant, il y a des télés qui font ça. Donc là, aujourd'hui, je n'utilise plus Kodi. Là, aujourd'hui, j'utilise Plex.
qui est très connu, je pense Ouais. que toi aussi tu l'as déjà utilisé Ouais, par je le l'ai passé. utilisé, ouais. Donc le Raspberry Pi, en fait, il joue le rôle d'un serveur Plex. Tu lui donnes un dossier où est-ce que tu lui dis, bon, bah, ça c'est le dossier où il y a mes fichiers vidéo. Et puis sur la télé, tu vas installer par exemple le client Plex, je pense toutes les nouvelles télé connectées, ou si vous avez un Chromecast ou Roku, je ne sais pas si Apple TV permet de faire Plex, j'imagine que oui. Oh, je pense, ouais. Ouais. Et puis à partir de là, bah, tu sais, tu as un serveur quelque part dans une pièce enfermé ou avec des disques durs où tu as des fichiers multimédia. Bah, là, tu peux y accéder depuis la télé et puis tu peux regarder justement. Ça, c'était le tout premier projet que j'avais fait. Ok. Euh, À l'époque, je faisais beaucoup de développement pour faire de la domotique. J'aime pas dire le mot domotique, mais bon. Home automation, c'est juste que j'essaie d'utiliser des mots en français. Et c'est là que j'avais commencé justement à créer créer des interfaces avec les appareils que j'avais à l'époque entre mes mains. Là. Tu sais, j'ai déjà mentionné dans un autre dans un plus vieil épisode en fait. Sur la que maison j'ai- connectée. Ouais, que j'utilisais les prises connectées Wimo, là, les toutes premières prises qui sont connectées à qui sont Ouais. énormes, là, ils sont très grosses. Bah, c'est là que j'avais justement codé une interface qui permettait de communiquer avec le firmware de Wimo, puis pouvoir faire un switch on, switch off, qui aujourd'hui est quelque chose de très simple et très intuitif. Tu n'as même pas besoin de coder pour ça. Donc, tu vois, j'avais fait on va dire, du divertissement, là, du Media Center, la maison connectée. Je m'étais amusé, j'avais une webcam qui avait genre 5 ou 6 ans que j'utilisais plus en USB-A, que j'avais connecté sur mon Raspberry Pi, puis j'avais installé un système de surveillance maison. Donc ça Ok. me permettait à travers une petite webcam de connecter, de surveiller en fait une pièce ou un endroit quelconque. Bon, aujourd'hui, il existe des petites caméras, des modules qu'on peut acheter là, que tu peux connecter sur le Raspberry Pi, puis tu as des librairies qui existent que tu installes, puis là tu te retrouves avec un système de surveillance à moindre coût. Donc ça, c'était tes usages principaux. Dernièrement, tu as pu bidouiller un petit peu d'autres choses ou pas Euh, du tout? oui, il y a 2-3 ans, là, j'avais fait en fait, j'ai converti mon Raspberry Pi en récepteur AirPlay. Donc, Ok. en fait, c'est devenu comme une enceinte AirPlay. Donc, depuis ton iPhone, quand tu veux diffuser ton audio sur un device, il voit ton Apple TV, il voit tous les autres devices qui utilisent AirPlay, mais il voyait aussi mon Raspberry Pi que j'avais créé. Donc, mon Raspberry Pi, je le connectais à des enceintes qui étaient de très bonne qualité, mais des vieilles enceintes qui n'étaient pas on va dire, ni smart, ni rien. Ouais. Et là, j'avais un système AirPlay, tu vois, à moindre coût sur un Raspberry Ok. Pi. Sur le même Ça, tu Raspberry vois, Pi où je roulais d'autres choses, quoi. Pas que ça. ça peut m'intéresser parce que j'ai une Bose SoundLink Mini et donc c'est juste une enceinte Bluetooth en fait. Elle a rien d'exceptionnel. Enfin, Mhm. au niveau du son, elle est très bien, tu vois, mais elle n'est absolument pas connectée. Et c'est vrai que ce genre d'usage, ça pourrait être cool. Ce qui est chiant je sais pas si c'est le cas pour ta Bose, parce que moi aussi j'ai le SoundLink, là, la toute première version, là, Ouais. que je voulais justement utiliser en AirPlay. Le problème que j'avais, c'est que ces enceintes-là ne s'allument pas, genre après un certain temps, elles s'éteignent. Et donc, Oui. il y a pas une façon de les allumer automatiquement, tu vois. Donc, si tu la connectes à un système comme ça, le système, lui, va se lancer, mais l'autre bout du fil, Ouais, Ouais. exact. Bon, pour ceux qui Pardon, pour suivent. ceux qui... Voilà, on n'a pas la vidéo dans le podcast évidemment, mais je suis en train de la montrer à travers la webcam à Abdel, la SoundLink Mini 2 que j'ai voilà, dans les mains. Ouais, tu vois, toi, tu as une version, je pense, plus récente. Moi, celle que j'ai, elle est beaucoup plus grosse, mais un Ok. son incroyable. Un son incroyable là-dessus. Ouais, mais même dans une petite boîte comme ça, là, on a un très bon son, je trouve. Et il manque l'aspect connecté à cette enceinte qui date de quand même enfin, elle a quelques années derrière elle quand même. Et ça serait cool de pouvoir l'avoir notamment en AirPlay. Donc, si tu peux me faire un tuto ou me Ouais. créer cette option-là, ça serait top. Ouais, définitivement. Et tu vois, là, il y a des usages encore plus développés pour l'audio. Là, aujourd'hui, on peut faire un système audio là, à travers la maison. Là. C'est comme Multiroom? ouais, Multiroom, l'équivalent des Sonos et compagnie, là, avec Ouais. des Raspberry Pi. Donc, c'est très faisable.
Je vais juste revenir sur, on parlait tout à l'heure d'apprendre à coder et tout, se familiariser avec un système Linux. L'autre chose qu'on peut faire là pour les gens qui se disent, bon, ben, j'ai pas fait une carrière professionnelle en électronique ou en informatique, mais j'ai envie d'apprendre les bases de l'électronique. Moi, je trouve que le Raspberry Pi, c'est vraiment un bon outil pour ça, là, pour les gens qui veulent apprendre la base électronique. Il existe des tutos, hein, on ne va pas vous détailler tout ça aujourd'hui dans le podcast, mais il existe des très 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 bons tutos qui permettent qui montrent en fait de A à Z comment installer les librairies, comment contrôler. Mais tu vois, par exemple, moi j'avais un projet que j'ai jamais terminé. J'ai acheté un slider, un très bon slider en fait, qui était juste, comment je veux dire, mécanique, hein, genre manuel, qui n'était pas Ouais. électronique ni rien. Et à l'époque, je voyais des sliders qui étaient super cool, là, qui coûtaient super cher, là, genre au-dessus de 1000 balles. Ouais, et Delcron notamment, ou ce genre de produit-là. Ouais, mais je pensais plutôt aux ceux qui sont gros, là. Donc celui que j'ai acheté, je pense qu'il fait 80 ou 90 centimètres de longueur. Et je me suis dit, je vais le rendre intelligent. Genre, j'ai acheté des petits moteurs et tout. D'ailleurs, il traîne toujours à côté de moi. Il prend tellement de place. À chaque fois, je me dis, je vais m'en débarrasser, mais oh, peut-être un jour, j'aurai le temps de Au cas où. continuer le projet. Ouais. Donc j'ai acheté des petits moteurs, là, c'est ce qu'on appelle des servomoteurs, là, qui tournent. Des quarts de tour qui permettent de faire des mouvements. En fait, c'est les mêmes moteurs qui sont utilisés sur les produits qu'on a nommés juste avant. Et il y a des librairies qui existent. À partir de Raspberry Pi, tu vas connecter ce moteur-là et tu peux lui donner des contrôles. Donc, en fait, tu peux créer un petit boîtier. Tu peux, maintenant, avec les imprimantes 3D, on peut imprimer un petit boîtier où est-ce qu'on peut stocker dedans, si tu veux, la partie alimentation, le Raspberry Pi, et puis tout le câblage, la cache et tout ça, puis avoir juste une boîte toute jolie, on va dire moins moche, pas jolie, mais moins moche, à côté de ce slider-là. Puis là, on a un slider qu'on a payé pas trop cher et qui devient un peu, avec tous les usages là qu'on voit sur les sliders, super, super cool. Donc, en termes d'apprentissage, encore une fois, on peut installer un serveur web là-dessus, c'est genre Apache là-dessus. Puis, il y a des gens qui veulent faire du développement web, faire du Python, faire du JavaScript ou du PHP. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais surtout, si les gens veulent apprendre les bases d'électronique, là, genre même ceux qui n'ont jamais touché à ça, il y a des tutos qui vous montrent exactement, bon, bah, je branche mon truc à la pin numéro machin, et là, à partir de cette pin-là, je vais aller sur mon Raspberry Pi, puis je vais envoyer une commande bouger. Puis là, les gens, quand ils vont voir ça la première fois, ils vont être impressionnés. Waouh, je viens de faire bouger quelque chose physique avec du logiciel. Puis là, ils vont se rendre compte du pouvoir et en fait de la puissance du truc. C'est ça qui est cool en fait, c'est donner envie aux gens d'explorer, d'aller un peu plus loin et puis aller chercher un peu tous les usages là. Franchement aujourd'hui c'est infini là ce qu'on peut faire avec un produit comme ça. Ce qui est cool c'est que c'est petit, ça coûte pas très cher, donc ça nous incite à se lancer et souvent à réaliser des projets qui existent, pas forcément des nouveaux projets, des projets qui existent mais qui coûtent super cher si on achetait un produit fini, tu vois. Ouais. Après, il faut avoir quand même le goût on va dire, de la bidouille, Tout à fait. voilà, bah, pas du bricolage, mais Apprendre. d'expérimenter, d'apprendre, etc. Apprendre, ouais. Quand tu pars de zéro, je pense que ça fait un petit peu peur. Enfin, je sais que moi, j'y connais vraiment pas grand-chose et ça fait un peu peur de se lancer là-dedans. Je me dis, ok, je vais l'acheter, je vais acheter un Raspberry Pi, ça coûte pas très cher. De toute façon, je vais pas me ruiner, c'est clair. Mais est-ce que un jour, je vais réussir à bidouiller un truc qui va avoir du sens, qui va pas être trop compliqué? Et puis, est-ce que je vais pouvoir continuer d'apprendre? Est-ce que je vais trouver assez d'usages qui vont bah, me plaire, m'intéresser? Parce que, ok, il y a des tonnes et des tonnes de projets qu'on voit en ligne, mais il y en a peut-être que 5% qui vont m'intéresser finalement. En fait, c'est une question d'envie et de vouloir en fait réaliser un projet. Donc ça vient pas avec ah tiens j'ai envie d'apprendre ça parce que c'est cool. Bien évidemment, tu vas avoir des idées en tête, des trucs que tu as envie de faire. Et par la suite, bah, tu vas te dire, OK, bah, Raspberry Pi, c'est un outil qui va me permettre de les réaliser. Mais on peut s'intéresser aux projets qui sont faits. Des fois, il y a des idées qui vont sortir de là. En fait, tu vas regarder un peu les projets qui ont été créés, qui ont été faits. Et là, ça va te donner envie justement de t'intéresser, d'apprendre. Ouais. Et puis En combien de temps tu penses qu'on peut apprendre et commencer à bidouiller quelque chose de sympa quand on part de zéro? bon, comme j'ai dit, l'installation, c'est vraiment très intuitif, c'est à la portée de tout le monde. Après, je recommande à ce que les gens aillent voir un peu juste
un petit tutoriel là, sur c'est quoi Linux, c'est quoi les commandes, comment c'est fait, l'arborescence des fichiers, les librairies. Ça, franchement, c'est vraiment pas très long. Donc, surtout si on est intéressé, là, on va commencer à regarder une première, deuxième, troisième vidéo. On va trouver ça cool. On va pouvoir pratiquer un peu ces commandes. Donc, une fois qu'on a cette partie-là. Parce qu'en fait, les tutoriels que tu vas suivre, c'est des tutoriels qui vont te demander de justement installer des librairies, lancer des commandes. Donc, je recommande à ce que les gens, quand même, sachent un minimum là, à quoi servent ces Ouais. commandes. Pas juste faire du copy-paste là, d'Internet. Là. Mhm. Comprendre. En tout cas, moi, je suis comme ça. Là, j'aime bien savoir ce que je fais et pas juste faire du copy-paste. Donc, au moins, quand on a cette base-là, Linux, ça va nous permettre de le faire. Et puis après, c'est de l'apprentissage sur projet. Tu vas prendre un projet, tu connais rien du tout, tu vas suivre le tutoriel, tu vas dire, ah oui, bah, c'est comme ça que ça marche, ok, cool. Et ainsi de suite. C'est comme ça que tu vas te développer. Tu vas pas arriver à un projet où est-ce que tu connais tous les... tu connais tout du projet au départ. C'est des apprentissages que tu fais. On a dit que c'était un appareil pour faire beaucoup de bidouillage. Est-ce qu'on peut arriver à un produit vraiment fini, alors je n'ai pas envie de dire commercialisable, mais est-ce qu'on peut arriver à un vrai produit ou c'est simplement du bidouillage, un peu comme le no-code où on disait que c'était pour démarrer et une fois que c'est abouti, on le transforme en véritable projet derrière. Est-ce que Ah, c'est à peu près la même chose? il y a des compagnies qui commercialisent en fait des produits qui sont basés sur un Raspberry Pi. Peut-être que derrière, c'est pas le Raspberry Pi en particulier qui est utilisé parce que c'est un projet open source, puis il y a des licences commerciales il y a des restrictions commerciales qui sont liées à des projets open source, mais tu peux faire un clone de Raspberry Pi quelque part en Chine, puis rouler ton logiciel là-dessus, parce que le produit que tu vends souvent, ça va être un logiciel qui roule sur un serveur. Si c'est pas un logiciel qui demande beaucoup de ressources, bah, la Raspberry Pi, c'est un très bon c'est un très bon produit pour ça. Il y a même il existe d'autres choses. Hein. Il existe les Arduino là, qui sont des microcontrôleurs en fait, qui sont encore plus petits qu'un Raspberry Pi, où tu peux rouler justement une stack. Tu peux rouler un firmware là-dessus qui fait X, Y fonctionnalités. Ouais, il y a des compagnies qui sortent des produits basés justement sur un Raspberry Pi ou un équivalent de Raspberry Pi. Tu m'as parlé d'Arduino, c'est une sorte de concurrent du Raspberry Pi, parce que c'était une question qui allait venir, c'est est-ce que Raspberry Pi c'est un produit lié à une marque en particulier, donc il y a qu'un seul modèle ou qu'un seul type qui existe, ou est-ce qu'il y a des concurrents aussi petits qui font la même chose, mais Raspberry Pi c'est le plus connu? Est-ce que c'est ça? Il existe en fait bah, par exemple, Intel, il fabrique des cartes pareilles qui font les mêmes fonctionnalités. C'est un peu l'ancêtre du NUC, là, les ordinateurs qu'ils ont créés, là, qui roulent Windows. Mais le nom me revient pas. Je pense que c'était Edison, le nom de chez Intel. Les cartes qui faisaient justement ce genre de choses-là. Mais oui, il existe tu peux trouver un équivalent sur les sites genre chinois là, qui vendent des produits pas très chers. Mais justement, le fait que les gens vont directement à Raspberry Pi, c'est parce qu'il y a beaucoup de documentation là-dessus. Il y a cette qualité de garantie d'un produit qui est soutenu par une communauté. Et vu qu'il est pas cher, bah, la concurrence devient moins intéressante parce que tu vas économiser Mhm. seulement quelques dollars. Ce qui Ouais. change aujourd'hui, c'est que quand tu le commandes, si tu veux vraiment payer le prix que eux ils affichent pour le produit, il faut que tu le commandes au UK. Ils vont te le shipper, donc il faut que tu payes le shipping avec. Puis là, tu vas payer le vrai prix que eux ils annoncent. Si tu vas sur Amazon, tu peux l'acheter le Raspberry Pi, mais tu vas payer un tout petit peu plus cher parce que justement, il va arriver plus vite. Puis ils ont des stocks où est-ce qu'ils vont te vendre des fois des packages, où est-ce qu'ils vont inclure l'alimentation, ils vont inclure de quoi refroidir le processeur, ils vont inclure par exemple des cartes mémoire, ils vont t'inclure un petit case qui va te permettre de le mettre dedans. Ce genre de choses. Donc ce genre de produit, c'est exclusivement de l'achat en ligne, enfin sur Internet. Tu peux pas aller en magasin et acheter un Raspberry Pi. J'imagine que oui, mais ça va coûter cher quand même parce que le Ok. magasin va te charger en gros le prix du transport plus le stockage, le fait qu'ils l'ont stocké chez eux pendant un certain temps. Donc, vaut mieux le commander en ligne. Après, comme j'ai dit, tu as le choix. Soit tu peux attendre et tu le commandes directement chez le Raspberry Pi Foundation, ou soit soit tu le commandes sur Amazon et puis là, tu vas payer un tout petit peu plus cher. Ouais, donc au final, pour un projet qui au départ visait à démocratiser l'usage d'ordinateurs ou ce genre de choses, je trouve que c'est resté quand même très très expérimental et ça s'est transformé en quelque chose d'encore plus niche que ça l'était au départ. Et c'est pas vraiment fait pour tout le monde, j'ai l'impression.
Bah, ça dépend encore une fois des usages, mais tu vois, par exemple, il y a des professionnels qui se sont accaparés justement l'usage du Raspberry Pi, puis ils en font des trucs incroyables, hein, des trucs vraiment pro, là, des projets super pro qui rapportent des millions de dollars, mais certaines composantes ou certaines parties de leur solution vont utiliser un Raspberry Pi. Je dis pas que le Raspberry Pi lui-même va coûter 1 million, mais genre dans une solution complète, si par exemple je veux automatiser quelque chose, bah, je vais acheter un petit Raspberry Pi, je roule une petite librairie là-dessus qui fait 2-3 actions et puis je vais utiliser. C'est pas ça qui le corps du business, mais ça va aider à faire à réaliser en fait des applications. Est-ce que tu as noté avec ton utilisation des inconvénients à un Raspberry Pi? Est-ce que ça va facilement cracher? Enfin, je veux dire, est-ce que ça va tomber en panne? Est-ce que tu vas devoir en racheter souvent? Est-ce que, je sais pas, il y a des problèmes qu'on pense pas de premier abord? Ouais, bah tu vois, j'avais un problème moi, d'alimentation avec le mien. Je pense le tout premier modèle, j'avais acheté juste la carte et j'avais déjà un bloc d'alimentation 5 volts, puis ça a marché très bien jusqu'à un moment donné, bah, ça marchait plus. Ça se déconnectait, puis quand j'allais voir, bah, il démarrait même plus, puis il fallait que je reformate la carte. Et la toute première fois que j'ai eu ce problème-là, j'ai perdu la carte complètement. J'étais plus capable de la récupérer, la carte SD. Donc là, j'avais des backups de ce que je faisais là, parce que je synchronisais ça. Mais pour quelqu'un qui synchronise pas les backups, bah là, tu perds ce que tu as là-dessus. Par la suite, j'avais acheté un autre bloc, parce que là, je suis allé lire là-dessus, puis j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui avaient le même problème. Et j'ai acheté un bloc d'alimentation qui était recommandé justement par le Raspberry Pi Foundation. Et là, ça marchait bien, puis à un moment donné, ça déconnait, puis je l'avais retourné, je pense, et j'ai repris un autre. Et après, ça marchait très bien. Et ça a plu. Mais j'ai perdu 2 cartes mémoire avec mon Raspberry Pi. On va revenir un petit moment sur les usages. On en a parlé un tout petit peu avec tes usages à toi, et on a parlé aussi du Media Center. Mais globalement, qu'est-ce qu'on peut imaginer pouvoir faire avec un Raspberry Pi? Bon, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Je vais vous citer moi ce que je trouve intéressant et qui sont un peu grand public. Donc, par exemple, on a parlé tout à l'heure d'installer un serveur Plex là-dessus. Faut pas oublier que sur un même Raspberry Pi, on peut soit décider de le dédier à une fonctionnalité particulière et puis il va servir juste à ça. Ou si l'application n'est pas très gourmande en ressources, bah là, on peut décider de rouler plusieurs applications là-dessus de façon concurrente. Aujourd'hui, il y a des technologies comme Docker qui permettent justement de rouler plusieurs programmes qui ne vont pas affecter les autres, puis ainsi de suite. On ne va pas rentrer dans les détails de ce que fait Docker. Et donc, comme j'ai dit, bah, on peut avoir un serveur Plex là-dessus. Donc, on installe ça. Par exemple, le mien, il faisait ça. Un serveur, un récepteur AirPlay. Donc, le fait que tu le connectes à la prise jack, tout le son que tu vas envoyer sur ce transmetteur AirPlay va être diffusé pendant que tu as ton Plex, il n'y a pas de problème. On peut en faire un NAS. Donc, encore une fois, on a dans le précédent dans le dernier épisode, on avait mentionné qu'un NAS, c'est du stockage local, puis il peut être cloud ou pas, donc c'est la même chose. Donc on peut le brancher à des disques durs, que ce soit des disques durs directement branchés sur le Raspberry Pi ou des disques durs qui sont en réseau et que le Raspberry Pi va y accéder. Donc là, localement, il existe des librairies pour en faire genre un NAS cloud. Donc comme Nextcloud, c'est une librairie qui existe. Là, du coup, on peut y accéder depuis l'extérieur, pas seulement à l'intérieur de son réseau. Le truc populaire aussi, c'est que les gens installaient des serveurs des consoles de rétro gaming là-dessus. Ok. Donc, tu as des cartes mémoire, des cartes micro SD qui existent, qui ont l'OS qui contient tous les jeux et tout. Donc, tu prends juste la carte, comme j'ai dit au début, tu t'installes Raspbian. Ben là, il va t'installer justement l'OS qui va rouler. Ou si on veut faire du rétro gaming plus autre chose, encore une fois, pas juste dédié à ça, bah on peut installer une petite librairie qui fait du rétro gaming, puis on choisit de rentrer dans le jeu à un moment donné. Donc, il y a des gens qui ont utilisé, ils ont utilisé des imprimantes 3D pour imprimer justement des enclosures, là, des cases de Nintendo, les vieilles Nintendo, les Ouais. SNES, et puis ils se sont achetés des manettes. Des vieilles manettes là, de Nintendo, puis ils se sont fait une console genre Nintendo rétro gaming avec tous les jeux de l'époque. Moi, j'ai jamais fait, mais c'était super cool. D'autres projets, là, on va plus rentrer dans la vidéo, puis dans la capture de photos vidéo, là. On peut créer des serveurs, genre des machines stop motion, ou faire des timelapses. Tu vois, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des petits modules qui existent pour faire la photo. Donc, imagine, tu postes en un endroit où tu peux pas être physiquement tout le temps. Tu postes ton Raspberry Pi, tu l'alimentes avec tu lui donnes la bonne alimentation qu'il faut.
et tu le laisses faire des photos toutes les, je sais pas, 5 secondes, 20 secondes, 30 secondes et faire du time-lapse ou faire du stop-motion. Il y a beaucoup de gens qui font du stop-motion qui utilisent, quand on parlait tout à l'heure de usage pro, il y a beaucoup de gens qui font du stop-motion pro là, qui utilisent le Raspberry Pi pour ça, justement pour justement commander des caméras ou ce genre de choses-là. J'avais mentionné tout à l'heure qu'on peut rouler un serveur Apache là-dessus, et puis pouvoir faire du développement web si on veut. Le truc cool maintenant avec le Raspberry Pi 4, ça je ne l'ai pas testé, mais quand j'aurai le 4, je vais tester ça. Maintenant que c'est USB-C, ben, on peut le brancher à un iPad. C'est les iPad Pro là, qui ont le port USB-C. Et là, tu es connecté directement sur un serveur où est-ce que tu peux faire des choses. Parce que l'iPad Pro, ça manque un peu d'outils de développement un peu poussés. Bah là, tu peux te connecter à un serveur en USB-C et puis faire tes tests. Donc, les gens qui disent, bon, je vais faire un peu de développement pendant que je suis à l'extérieur, dans le train ou peu importe, dans un café ou n'importe quel endroit, bah là, tu te connectes directement sur ton Raspberry Pi. Je trouve ça cool. Moi, j'aime bien l'idée parce que tu peux l'emmener avec toi partout. Tu peux installer des choses là-dessus que tu peux utiliser, comme on dit, on the go. Donc, ça, c'est vraiment cool. Tu peux hoster un site web aussi là-dessus pour les gens qui veulent faire des tests. Je ne recommande pas de faire ça en production. Là, tu ne vas pas lancer une application en production qui risqué quand même. Ouais. Mais pour tester, je trouve que c'est une bonne idée. Là, tu lances un serveur, puis tu fais tes tests là-dessus. Encore une fois, il faut juste mesurer c'est quoi les ressources nécessaires pour mon application, pour mon site web, et dire est-ce que le Raspberry Pi répond aux besoins. Pas automatiquement sélectionner le Raspberry Pi comme solution. Un autre projet que j'aurais adoré faire, mais plein de fois, je me dis je me lance, et à chaque fois, je m'arrête en plein milieu, c'est utiliser comme un miroir intelligent. Je ne sais pas si tu as déjà vu ces projets-là. Non. Des gens qui prennent en fait des vieux écrans là qui s'en servent plus. Donc tu prends un écran, tu vas le mettre dans un espèce de cadre qui fait un peu plus joli que tu peux accrocher sur un mur. Et derrière, en fait, tu mets un Raspberry Pi qui permet justement de contrôler cet écran-là. En fait, ils mettent un petit film, ils achètent les petits films là que tu peux mettre pour justement faire des miroirs. Ils installent ça en fait de façon transparente sur l'écran. Et du coup, okay. Tu peux mettre un miroir, ça fait fonction de miroir le matin, mais à côté, tu as des petites icônes qui apparaissent avec la météo, les messages, calendrier, et puis ainsi de suite. Ou tu peux l'utiliser comme un dashboard. Tu sais, aujourd'hui, les systèmes de domotique, là, on peut avoir des dashboards où est-ce qu'on peut les contrôler. Donc ça aussi, ça pourrait être super cool. C'est ouf ça qu'on puisse faire ça juste avec un Raspberry Pi au final. Ouais. Bah, au final, tu te rends compte que ça doit être un projet compliqué quand même, non? Bah, compliqué dans la partie construction, pas la partie logicielle. Donc, le fait d'aller acheter le petit film là, qui va te permettre de faire un miroir sur un écran, c'est plus ça qui est chiant. Fabriquer le cadre. Donc là, on parle de bidouillage plus du manuel. De bricolage et de bidouillage pour le coup. Ouais, exact. Bah écoute, je pense qu'on a fait une bonne partie des usages potentiels du Raspberry Pi. Alors évidemment, il y en a plein d'autres. Je pense qu'on pourra mettre dans la description du podcast des exemples avec des liens que vous pourrez aller consulter pour découvrir tout ça. Si vous avez à la maison un Raspberry Pi ou que vous avez envie d'en acheter un, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et nous partager vos idées de projets que vous avez, ce serait intéressant. Je pense qu'Abdel va se régaler à lire vos idées. Et puis voilà, si vous avez apprécié ce podcast, eh bien, n'hésitez pas à le liker, mais vous pouvez le liker sur YouTube, en effet, vous pouvez le partager surtout sur les réseaux sociaux. Et puis vous pouvez nous laisser un avis sur Apple Podcast pour nous référencer, ça nous aide à nous faire découvrir. Et puis d'ici le prochain épisode, on vous dit à très vite dans votre poche.